Euh, bonjour encore, bienvenue à ceux qui n'étaient pas là au tout début de la journée. C'est mon plaisir d'introduire notre prochaine speaker, Christina Benéachelmu, qui est professeure en ingénierie, qui travaille dans le laboratoire HiLab, et dont elle travaille notamment sur une couleur de la lumière qu'on appelle le terahertz, qui est très difficile à contrôler, très difficile à maîtriser. Vous la connaissez un petit peu avec les détecteurs qui voient un petit peu à travers les événements, à travers le tissu dans les aéroports. Et donc, son travail consiste en particulier à miniaturiser ces choses-là. Mais aujourd'hui, elle va vous parler de comment la lumière est extrêmement importante dans la mesure, dans le quantique, la lumière étant elle-même quantique. Christina, c'est à toi. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Philippe, pour cette introduction et puis bonjour à toutes et à tous. Quand j'étais petite, j'allais souvent chez mes grands-parents. Et puis mes grands-parents, ils avaient chez eux un de ces fours que vous connaissez peut-être parfois dans les contes, au fond d'un château. Ce four, il avait une porte en fer qui grinçait quand on l'ouvrait. Et puis malgré ça, j'attendais ce moment très impatiemment parce que dès qu'elle s'ouvrait derrière, on pouvait voir le feu. Le feu, pour moi, c'était de la magie à l'époque. J'adorais regarder le feu, comment les flammes elles dansent, sentir la chaleur sur ma joue et aussi voir les couleurs changer du rouge à l'orange, au bleu, au mauve, au blanc parfois. Plus tard, quand j'ai grandi un peu, et puis maintenant, ils avaient jugé que j'étais une petite fille de confiance. Ils m'ont permis d'allumer le feu moi-même. Alors pour moi, ça c'était génial. Parce que, enfin, je pouvais aller dans leur jardin, qui était un jardin tout bien sympa, avec plein de trésors. Et je pouvais ramasser des petites branches, les empiler sur du papier de journal. Et puis, bien sûr, la seule chose que j'attendais, c'est de prendre une allumette et la craquer, et puis entendre ce pshhh. Voir les flammes se produire, créer cette lumière, et après la regarder à nouveau s'éteindre et laisser derrière les cendres. À cette époque-là, bien sûr, j'étais déjà assez grande. Je n'étais pas une petite fille. Je pouvais déjà faire beaucoup de choses toute seule. Je pouvais cuisiner pour moi-même. Je pouvais rester toute seule à la maison. Alors, avec mes amis, on allait découvrir leur jardin et leur maison. Et puis, à un moment donné, on est devenu très créatifs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on peut faire des poupées nous-mêmes. Ça, c'était génial, parce qu'on pouvait faire des poupées à partir de maïs. Ça, pour nous, ça ressemblait beaucoup à une Barbie, ne sais pas. Alors, après quelques essais, on s'est rendu compte qu'en fait, on peut faire des trucs magnifiques. On pouvait faire des poupées de différentes frisures avec des cheveux courts et des cheveux longs et des couettes et tout ça. Mais vous voyez bien que pour ces poupées, on n'avait pas besoin de la soie de ces maïs. Alors, ce qu'on faisait, on prenait la soie, on la laissait sécher au soleil. Et puis, bien sûr, tout ce qui était inutile et sec, pour nous, avait un seul destin. C'est de la prendre, et vous le savez déjà, la mettre sur le feu. On prenait cette soie sèche, on s'assied devant le four, avec les grands yeux, et puis on la regardait brûler. Pour nous, c'était de véritables artifices. Aujourd'hui, plus adulte, je me rends compte pourquoi est-ce qu'on était si fascinés par ça, regarder le feu. C'est parce qu'on a arrivé à créer quelque chose nous-mêmes. On a arrivé à créer de la lumière. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la lumière. La lumière, qu'est-ce qu'elle fait avec nous? Qu'est-ce qu'elle fait à nous? Qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Et puis en fait, pendant que je préparais cette présentation, je me suis rendu compte que vous, moi, nous tous, nous avons une relation très intime avec la lumière.
En fait, elle nous donne le rythme de notre journée. On se lève quand elle s'allume et on s'endort quand elle s'éteint. Et puis, ce rythme il est très important, en fait. Il n'y a personne de mieux à demander combien ce rythme est important que les jeunes parents qui n'attendent plus qu'à dire « Mon bébé, il dort pendant toute la nuit. » C'est là qu'ils ont envie d'ouvrir le champagne. La lumière, elle est aussi l'espoir après une journée un peu pluvieuse, grise, mais aussi surtout l'espoir après qu'on a passé toute la journée à l'EPFL en train de résoudre des équations très compliquées. Même Victor Hugo, il a dit que même la nuit la plus sombre, elle finira et puis le soleil s'élèvera. Pour les jeunes entre nous, la lumière, c'est de l'énergie. Et puis moi, je suis aussi jeune, dans le cœur, bien sûr. Vous êtes déjà allé en concert? Qui ici est déjà allé en concert? Très bien, tout le monde. Vous avez déjà vu les ados ou même les petits enfants danser avec la lumière? C'est comme si la lumière, elle danse avec eux, ou eux, ils dansent avec la lumière. C'est une et la même personne. La lumière, elle nous accompagne depuis qu'on est tout petit. Quand on est bébé, on regarde les étoiles projetées sur le mur de notre chambre. Après, quand on est plus grand, enfant, en fait, une des premières choses qu'on dessine, c'est un soleil. Parfois, il est un peu de travers, avec des rayons un peu irréguliers, mais il est toujours là. Et plus tard, quand on devient grand et puis qu'on quitte la maison familiale, une des premières choses qu'on achète quand on déménage dans un nouveau appart ou dans une nouvelle chambre en Suisse, c'est bien sûr une lampe, parce que les apparts en Suisse, elles ne viennent pas avec lampe. Elle va nous éclairer maintenant le chemin qu'on va commencer dans notre nouvelle vie indépendante. Avec mes étudiants à l'EPFL, on se demande souvent, mais qu'est-ce que c'est la lumière? De quoi est-elle faite? Comment est-ce qu'on puisse la comprendre? Et puis, pour comprendre qu'est-ce que c'est la lumière, je vous invite à vous imaginer quelque chose avec moi. Imaginez-vous que vous êtes au bord d'un lac. Et puis, je suis sûre que tout le monde ici peut s'imaginer ça. On a la chance d'être à côté d'un lac magnifique. Et puis que vous jetez dans ce lac une balle. Des vagues apparaissent. Imaginez-vous maintenant que vous jetez une deuxième balle dans ce lac. De nouvelles vagues apparaissent. Mais les deux vagues, elles ne font pas que de se superposer. C'est ce qu'elles font, c'est que dans certains endroits, elles vont s'annuler, comme ici. Et dans des autres endroits, elles vont s'amplifier. C'est ce qu'on appelle la interférence. Et puis, il se trouve que la lumière, qui m'illumine maintenant à moi, elle se comporte de la même façon. C'est pour ça que la lumière, elle est aussi une onde, comme c'est ce que je dessine ici. Et une des caractéristiques les plus importantes d'une onde, c'est la longueur d'onde. Ça, c'est cette distance entre deux creux d'une onde. Et pour la lumière, il se trouve que cette longueur d'onde elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle fait la couleur de la lumière. Alors, le bleu, il est tout court, il est rapide, il est énergétique. Et puis le rouge, de l'autre côté, il est plus long, il est plus doux, plus long. C'est ce qui est assez impressionnant, c'est quand même qu'on peut voir qu'une très petite partie de la lumière. C'est ce qu'on appelait le visible. Il y a après de la lumière, comme le Wi-Fi, qu'on ne peut pas voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'ici qui peut voir le Wi-Fi? Ça devrait nous éblouir maintenant. On ne voit pas non plus la radio, ou même le radar qui nous mesure la vitesse sur l'autoroute,
Même si ça sera bien utile pour mon mari qui se dépêche pour aller au travail. On ne voit pas non plus les ultraviolettes qui brûlent la peau de bébé. Ça sera aussi bien utile. Ça, c'est parce que leur longueur d'onde, elle est beaucoup plus courte. Alors, la prochaine fois qu'on vous admirez en coucher de soleil, il faut penser qu'en fait, ce que vous faites, c'est d'admirer des différentes longueurs d'onde. Maintenant, on peut se demander, est-ce que tout le monde voit les mêmes couleurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous tous, on peut voir les mêmes couleurs? Pour moi, la réponse à cette question, il n'y en a qu'une. On doit faire une expérience. Alors maintenant, je vous demande de travailler un peu avec moi et vous mettre le chapeau des scientifiques et faire cette expérience. Alors, je vais vous montrer une couleur et vous me dites si vous la voyez et quelle couleur c'est. Alors, c'est quoi cette couleur? Rouge. Très bien. Maintenant, j'ai une autre couleur. C'est quoi cette couleur? Vert. Très bien. OK. Bravo. Vous avez tous la note maximale. Si vous pouvez me dire aussi, qu'est-ce que c'est cette couleur-là? Le jaune. OK. Très bien. Alors, on dirait qu'on voit tous les mêmes couleurs. Ça, c'est bien. Mais moi, je ne suis pas tout à fait encore satisfaite de mon expérience. J'aimerais bien un peu raffiner tout ça. Alors, je vous invite à faire une autre expérience avec moi. Je vous invite, ceux qui ont un iPhone, de lever la main. Il y a quand même beaucoup. Et puis, ceux qui n'ont pas, je vous demande de demander à votre voisin d'essayer cette expérience. Alors, on va faire ça. Vous pouvez sortir votre iPhone. Peut-être que ça marche aussi sur les autres téléphones, je ne suis pas sûre. Mais vous pouvez, ceux qui ont un iPhone, sortez s'il vous plaît l'iPhone. Pour une fois, vous avez le droit de sortir le téléphone pendant une lecture. Alors, s'il vous plaît, il ne faut pas répéter ça à l'école. OK? OK, vous avez le iPhone et puis il faut le garder éteint. Alors, il ne devrait pas être allumé devant vous. Et puis maintenant, on va faire tout noir dans la salle. OK? Tout noir, 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 noir. Encore. C'est possible encore. Encore, encore. Encore, encore, encore. On peut éteindre aussi ça. OK. Ouais, c'est bien. Alors maintenant, regardez votre iPhone, mais il ne faut pas l'allumer. Et il faut regarder tout en haut à côté de la caméra et vous l'allumez. Vous voyez cette petite lumière rouge? On peut réessayer. Vous pouvez réessayer aussi à la maison pendant la nuit. Il y a quelqu'un qui voit la lumière rouge? Non. Alors, vous gardez l'iPhone devant vous, et puis il est éteint. Et puis vous l'allumez. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait le facial recognition. Puis à ce moment-là, il y a une lumière rouge qui est très petite, qui s'allume, qui est à côté de la caméra. Il y a quelqu'un qui la voit? Ah, il y a quelqu'un qui la voit. Très bien. Je ne suis pas la seule. Très bien. OK. Je vous laisse essayer ça encore à la maison, assez longtemps. Maintenant, si on peut à nouveau mettre les slides, s'il vous plaît. Ici, à côté de la caméra, il y a un petit laser. Et ce laser, en fait, il est choisi d'une telle façon qu'on ne voit pas cette lumière. Mais il y a certains entre nous qui la voient. Moi aussi, et peut-être c'est monsieur qui a dit oui. Ça, c'est de la lumière à une longueur d'onde très longue, plus que 900 nanomètres, la plupart des gens, ils ne la voient pas. Mais certains entre nous, on la voit. Et puis maintenant, on peut se demander, est-ce que c'est utile ou pas? Finalement, Apple, ils ont choisi ça pour qu'on ne la voit pas. Mais pourtant, nous, on se rend compte, en fait, elle est là. C'est ce que ça montre, cette petite expérience, c'est qu'il y a beaucoup de lumières qui sont invisibles. Et puis que la lumière elle-même, elle a beaucoup de secrets. OK. Alors, mais maintenant qu'on a compris que c'est la lumière, c'est une vague, on peut se demander, mais de quoi est-elle faite, la lumière?
Alors, encore une fois, on peut faire une expérience, on prend notre lumière, qu'on a appris que c'est une vague, et puis on veut la agrandir, on la fait très très grande. Alors on prend une loupe qui nous permet d'agrandir cette lumière, et puis au début, en zoomant, c'est ce qu'on va voir, c'est des vagues. Mais si on agrandit encore plus, c'est ce qu'on va voir, c'est que la lumière elle est en fait composée de petites particules d'énergie. Ça, ce sont des photons. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, 2, 3, 4, 5, 6. Les photons, ils sont à la fois des vagues, comme vous voyez, et à la fois des particules. C'est comme si la nature n'a pas voulu se décider. Elle a décidé, je veux être les deux en même temps. Alors, si on avait un détecteur qui pouvait détecter ces photons, c'est ce que ça ferait, c'est comme ça. Ça ferait tic, 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 tic. Mais c'est super contre-intuitif, ça. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est vrai? Moi, quand je suis au soleil, moi, je sens le soleil sur ma joue. Ça me donne le sentiment que c'est constant ou c'est continu. Non? Pourtant, quand ça se passe, il y a des milliards de petits photons qui traversent l'univers du soleil jusqu'à mon visage pour me donner une jolie couleur de la peau. Maintenant, on peut se demander si ça c'est bien ou pas qu'on ne peut pas apercevoir ces petits photons. Qu'est-ce que vous pensez? Chaque photon. C'est bien ou pas? Vous réfléchissez. Moi, je suis contente. Je suis tellement contente. Parce que maintenant, imaginez-vous vous endormir dans une chambre qui fait ça. Ouais. OK. Mais ces photons, c'est quoi leur destin? Une fois qu'ils ont une certaine couleur, c'est-à-dire une certaine longueur d'onde, est-ce qu'ils vont rester pour toujours comme ça? Je vous rassure, les photons, ils sont un peu comme nous. C'est vrai? Quand un photon, il rencontre un autre photon, les deux ils peuvent être super contents et puis donner naissance à un troisième photon. Ce troisième photon, il va être un peu différent de ces photons parents, mais quand même aussi un peu similaire. Il va avoir peut-être une autre couleur. Ou même, deux photons qui sont un peu différents, ils peuvent se rencontrer et puis donner naissance à deux autres photons. Ils sont des jumeaux. C'est-à-dire, ces deux photons, ils sont à nouveau un peu différents de leurs parents, mais quand même un peu similaires. Et puis, ces principes ici, ils nous permettent de faire des choses magnifiques. C'est parce que ces photons enfants, ils n'existeraient pas sans leurs photons parents. Ça veut dire qu'on peut utiliser cette logique pour faire des choses qui avancent l'humanité. Et puis, dans mon laboratoire à l'EPFL, on se demande un peu, chaque jour, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette logique? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le fait qu'on peut faire les photons interagir l'une avec les autres? Mais avant ça, si ça peut se produire, qu'un photon avec un autre photon donne un troisième photon d'une autre couleur, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça se produire tout le temps? Non, pourquoi je ne vois pas maintenant un rouge et un vert donner un bleu? C'est parce que pour que ça se produise, il faut que ces photons ils se rencontrent dans des matériaux spéciaux. C'est en fait la même chose que pour nous. Pour que nous, on se rencontre, il faut qu'on se rencontre aussi dans des milieux spéciaux. Par exemple, dans un bar, ou dans une discothèque, ou peut-être au travail, ou au sein d'un hobby qu'on fait. Alors, on peut jouer avec ces matériaux pour faire des choses magnifiques. Et puis, c'est ce qui nous intéresse dans mon laboratoire le plus, c'est de faire des technologies qui aident l'humanité. Et puis, nous, on sait que l'électronique, bien sûr, ça nous aide beaucoup. Elle est partout.
Et puis elle est très bien pour manipuler l'information sur un ordinateur. Mais maintenant, si on veut envoyer cette information plus loin, on pourrait s'imaginer l'envoyer à travers de ces câbles électriques. Par contre, elles ont énormément de pertes. Et puis, ça ne sera pas du tout bien pour la consommation d'énergie. C'est pour ça que, par exemple, si on veut envoyer l'information d'un continent à l'autre, c'est ce qui a une distance très longue, on va remplacer ces câbles électriques par des câbles photoniques. Ces câbles photoniques, ils agissent avec la lumière. On voit la lumière à travers ces câbles photoniques. Mais pour pouvoir maintenant lier ce qui se passe dans mon computer avec ce qui se passe à l'autre coin du monde, il faut développer de la technologie qui peut manipuler ou parler avec les deux. Dans mon langage de photons, il faut qu'un photon électrique, il parle avec un photon photonique et donne un enfant qui est à moitié électrique et à moitié photonique. On peut utiliser cette logique aussi pour des autres choses beaucoup plus fondamentales. Par exemple, on peut prendre un photon pour découvrir le tout petit, c'est-à-dire les atomes. Il se trouve que les atomes, elles sont coquettes. Ouais. Ils aiment pas le vert, mais ils aiment beaucoup l'orange, alors ils l'absorbent. Et puis en faisant ce genre d'expériences, on peut se rendre compte, ici j'ai un atome de tel genre et pas un atome de tel genre. On peut utiliser la lumière aussi pour découvrir l'encore plus petit. Derrière les atomes, on peut même utiliser les photons pour découvrir le vide. Alors, qu'est-ce que c'est le vide? C'est quoi le vide? Quand j'ai un paquet de chips et puis qu'il est vide, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de chips. Mais c'est quoi le vide? Le vide, c'est là où il n'y a rien? Ou bien, il se trouve que le vide absolu, ça n'existe pas. Même dans un vide, il y a constamment des photons qui sont générés et détruits. Et puis si on arrive avec avec notre photon ici, d'interagir avec ces photons qui se créent sur des longueurs de temps très courtes, ça va donner naissance à un autre photon qu'on peut découvrir. Alors je vais refaire. Il y a ces photons qui se construisent et détruisent, et puis détection. Trop bien. Alors ça veut dire que la lumière nous permet de découvrir le vide et tester les lois fondamentales de la physique quantique. Mais pour faire ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je suis ingénieur. Moi, j'adore construire des choses. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à l'EPFL, on peut s'imaginer la technologie, on peut la faire nous-mêmes. Alors, c'est ce que nous, on fait. On fait ce qui s'appelle une puce photonique. C'est comme un circuit électrique, sauf qu'il ne manipule pas de l'électricité, mais il manipule de la lumière. Comment est-ce que ça se passe? Ici, on a attendez, j'ai le mot, ça me manque maintenant. Des guides d'ondes. Ça, ce sont des guides d'ondes sur un chip. Qu'est-ce qu'il fait? Si on envoie la lumière ici, elle se propage sur le chip et elle peut interagir avec des autres choses qu'on met sur ces chips. Si vous regardez ça, en fait, ce sont des dimensions très, très petites. Alors, pour pouvoir le faire, ici à l'EPFL, on doit aller dans une salle spéciale. Ça, c'est la salle blanche. Ça, c'est mon rêve. C'est la salle où il n'y a pas de poussière. Alors, s'il n'y a pas de poussière, ça veut dire qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes la source la plus grande de poussière dans cette salle. Parce que imaginez-vous mes cheveux tomber sur ma puce photonique. C'est pour ça qu'on doit s'habiller comme des extraterrestres. Mais ça vaut la peine. Parce qu'à la fin, on va pouvoir construire des échantillons qui ont des dimensions très petites et très précises, qui ont la taille des micromètres. Ça, c'est, si tu prends un mètre,
Et si tu le divises dans 1 million de morceaux, ça donne 1 micromètre. Et c'est ce qui est le plus cool encore, c'est qu'après qu'on a construit tous ces chips photoniques à l'EPFL, on peut aller dans notre laboratoire et les tester. Et puis c'est là que la magie elle se passe, parce qu'on a rêvé un chip, on l'a fait nous-mêmes, on le teste nous-mêmes, et on peut valider ou pas si notre intuition elle était correcte. Et puis quand ça marche, c'est un peu comme si la lumière elle prend vie. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir un peu le stand de mes étudiants où l'électricité rencontre la lumière. Mais à la fin, je veux dire seulement 2 choses. La lumière, elle est partout. Elle est à la maison, elle est dans notre téléphone, elle est aussi dans notre cœur. Moi, je pense qu'elle va rester encore pour longtemps avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci.